Alors bonjour à tous. Dans cette partie, dans l'ouverture de cette partie, nous allons vivre une véritable guerre de position pour le contrôle d'une case centrale. Puis nous allons parler de manœuvres de cavalier, d'une véritable chevauchée d'un cavalier qui finira par s'empaler épuisé sur les pics du roc adverse. Et puis nous nous intéresserons à une finale captivante, dans laquelle toute la précision du gagnant sera couronnée de succès avec un joli coup final que vous serez invité à chercher. Alors le grand maître d'échecs indien Praggnanandhaa a les blancs, et il ouvre avec le pion roi E4. Le grand maître iranien Maxodlo lui répond avec C5, la défense sicilienne. Nous sommes donc à la 11e ronde du tournoi d'échecs, du très fort tournoi d'échecs du Tata Steel Chess. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur ce tournoi, qui sont très intéressantes, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donnera accès à la playlist. Mais pour le moment, on retourne à la position. Et là, les blancs jouent cavalier F3. Ils développent leur cavalier, ce qui permettra d'appuyer la poussée des 4. Les noirs jouent D6, D4, prise, cavalier prend. Cavalier F6 se développe en attaquant le pion E4, donc cavalier C3 pour le défendre. Et là, le coup A6, constitutif de la variante Najdorf de la défense sicilienne. Alors pourquoi jouer ce coup en A6 maintenant? Ça peut paraître bizarre pour les joueurs qui ne sont pas habitués à la défense sicilienne de jouer un tel coup comme A6. On peut penser qu'il y a autre chose à faire. Le pion A6, en réalité, il va nous être utile pour contrôler la case B5, la subtiliser, cette case, aux pièces légères blanches, notamment aux fous et aux cavaliers, et parfois pour appuyer la poussée B5, et mettre éventuellement le fou en B7. Mais pourquoi le jouer immédiatement A6? Parce que les noirs ont la volonté de repousser le cavalier par E5. Mais s'ils le font immédiatement, s'ils avaient joué immédiatement E5 à la place de A6, les blancs pourraient jouer le coup intermédiaire fou B5 échec, en profitant du fait que le pion A6 ne soit pas là. Si on joue fou D7, c'est un échange de fou de case blanche intéressant pour les blancs, notamment parce que la structure de pion se fixe sur case noire. Et donc, le meilleur fou des noirs, c'est plutôt le fou de case blanche, parce que le fou de case noire, lui, se cognera contre le pion en D6. Et si on ne veut pas échanger notre fou de case blanche et qu'on joue cavalier D7, on masque le contrôle du fou sur la case F5, par exemple si on joue cavalier D7, ce qui permet au cavalier D4 d'exploiter la case F5 et de venir attaquer le pion arriéré D6, de doubler les attaques sur D6. Donc dans la position, les noirs jouent A6, ils ont la volonté de jouer E5 sans tolérer la venue du fou en B5. Alors, les blancs ici ont joué H3. Déjà c'est un coup rare. Dans la position, on joue plutôt les développements du fou. C'est-à-dire on va jouer fou E3, ou fou G5, ou fou E2, fou C4, après avoir développé les cavaliers, habituellement les coups principaux, ici c'est de développer les fous. Mais Praggnanandhaa répond au coup A6 par le coup H3, qui est un coup assez rare. Alors on peut se dire pourquoi le coup en H3? Après tout, ça retire la case G4 aussi, par exemple au fou ou au cavalier, mais c'est pas là le vrai but de H3. H3, ça peut aider à pousser G4 parfois, à mettre le fou en G2, et puis quand on a un pion en G4, il peut aller en G5 pour déstabiliser le cavalier en F6. Parce que les blancs peuvent très bien avoir l'idée d'utiliser un grand roc, de conduire la partie vers des rocs opposés. Et donc, si les blancs cherchent à jouer des constructions avec fou E3, dame D2 et grand roc, le pion H3 pourra servir d'avance, de marchepied au pion G pour s'élancer, pour ensuite aller attaquer le cavalier. Et le fou pourra se mettre en G2 pour contrôler, tripler les contrôles de la case D5, parce qu'on va pas en parler de cette case. Donc H3 a été joué. Et là, les noirs jouent E5, comme ils avaient prévu. Vous voyez, du coup, il n'y aura plus le coup fou B5, échec intermédiaire. Le cavalier est attaqué. C'est pas intéressant pour le cavalier de venir en F5 quand le fou il est là. Parce que sur cavalier en F5, les noirs, bon, déjà ils pourraient s'intéresser à fou prend cavalier, qui détournerait le pion hors du centre, mais on pourrait s'intéresser aussi à la poussée en D5, puisque le pion E4 ne peut plus lutter contre le pion D5, parce que ça délaisserait la protection du cavalier. Donc après E5, le cavalier a décidé de revenir en F3. Bon, cette poussée E5, elle a chassé le cavalier blanc, mais elle a créé un trou en D5. C'est ce qu'on appelle une case faible, une case qui ne peut plus être défendue par un pion noir. Et les blancs triplent le contrôle sur cette case D5. Ils auraient la volonté de s'y imposer. Alors, c'est difficile de le faire maintenant, parce que s'imposer avec le cavalier, c'est aussi lâcher la protection du pion en E4, mais ça pourrait l'être par la suite. Et là, le joueur avec les noirs, il joue dame C7, qui est un coup
assez courant dans la défense sicilienne, notamment parce que la dame va se mettre sur la colonne semi-ouverte C, donc elle va trouver un gain d'espace, et puis elle va contrôler la case C4, elle va lutter contre l'arrivée d'un fou en C4. Alors, Praggnanandhaa va jouer ici un coup nouveau, inconnu. Il va jouer le coup cavalier H2. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Eh bien, c'est le début d'un long périple pour ce cavalier. Il estime, Praggnanandhaa, que le cavalier en F3, finalement, ne remplit pas de travail. Il attaque un pion E5 qui est défendu par un autre pion, donc il n'y aura jamais de chance de l'attraper. Il ne pourra jamais venir en D4 puisque le pion pourra prendre. Alors peut-être il pourra essayer d'exploiter des cases comme G5 ou H4 dans la partie, mais ça n'intéresse pas Praggnanandhaa. Quand il joue cavalier H2, il cherche à faire rebondir le cavalier en G4, parce que échanger ce cavalier contre le cavalier noir ou le fou, de case blanche, lui permettra d'avoir un meilleur contrôle de la case D5 pour qu'on son cavalier C3. Et puis, on verra qu'après cavalier G4, si les noirs n'échangent pas, le cavalier peut se remettre en E3 pour doubler les contrôles de la case D5 et essayer de pénétrer, de s'implanter sur cette case faible. Donc c'est le début d'une longue manœuvre. Alors on conseille aux débutants de ne pas jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. D'ailleurs, c'est pour ça que ce coup est rare ici, cavalier H2. Mais il faut comprendre que les noirs ici n'ont pas beaucoup de possibilités de réaction, en fait. On voit que les noirs ont un développement également très modeste dans la position. Alors les noirs ont joué cavalier BD7. On pouvait aussi s'attendre à fou E6, développer le fou pour doubler le contrôle de la case D5. Les blancs ont joué cavalier G4. Et là, les noirs n'ont pas pris. Si on prend, ça ramène le pion H, peut-être, ça ouvre la colonne H. C'est pas terrible. Surtout que le cavalier, s'il vient en F6 pour essayer de défendre la case D5, il se fera déloger par l'avance du pion G. Donc, Max Odlo, il prend pas le cavalier, et il joue B5. Un coup utile qui menace de déstabiliser le cavalier en C3, de le repousser pour qu'il ne contrôle plus la case D5 et la défense du pion de 4, mais également qu'il laisse la case B7 pour le fou, pour contrôler la case D5 et taper sur E4. Alors les blancs ont joué cavalier E3. C'était l'idée de leur manœuvre. Déjà, il a bien travaillé ce cavalier. Il était en G1, il est venu en F3, il a pris le pion en D4, il est revenu en F3, il est parti en H2, il revient en G4, il revient en E3. Et maintenant, les blancs sont prêts à investir la case, puisque si le cavalier prend, l'autre cavalier peut reprendre. C'est pour ça que Max Odlo, il joue pas B4, parce que ça va aider le cavalier à venir en D5. Si on joue B4, cavalier D5, attaque la dame, et si le cavalier prend, l'autre cavalier reprend, et les blancs s'imposent sur la case D5. Donc ici, Max Odlo, il pousse pas B4, et il joue cavalier B6. Puisque les blancs ont mis 2 cavaliers au contrôle de la case D5, les noirs mettent 2 cavaliers à la défense de la case D5. Et ce qui est amusant dans cette partie, c'est que sur 10 coups joués, de part et d'autre, ça fait 20 demi-coups, la moitié des coups le furent par des coups de cavalier. 10 coups sur 20. Incroyable. Bon, les blancs ont joué à 3, parce que maintenant ils redoutent la poussée P4. Ils s'opposent à cette poussée parce que, vous comprenez, si les noirs, alors je sais que c'est aux blancs de jouer, mais c'est pour vous montrer, si les noirs jouaient B4, le cavalier peut venir en D5, mais on peut l'éliminer. L'autre cavalier peut venir en D5, mais on peut l'éliminer. Et là, il y a 2 choix de reprise. Si on reprend de la dame, qui attaque la tour, les noirs peuvent jouer fou B7, repousser la dame en mettant le fou sur une très bonne diagonale. Et si c'est le pion qui prend, finalement le pion ne fait que obstruer la case, que boucher, non seulement la case, mais également toute la colonne. Et ça valide au noir une majorité de pions à l'aile roi, avec 4 pions contre 3 sur le flanc des rois. Et s'il y a des petits rocs de même côté, finalement les noirs, ils auront un atout supplémentaire avec leur majorité de pions pour essayer de prendre de l'espace et de menacer d'attaquer le roi blanc. On peut se dire c'est pas beaucoup, pas grand chose d'avoir un pion de plus. Mais c'est quand même un pion de plus. C'est quand même un atout supplémentaire si le jeu se déroule avec une attaque de roi. Donc les blancs ont joué A3 pour lutter contre la poussée B4, pour pas que les noirs obligent les blancs à investir cette case. Les blancs voudront l'investir dans des conditions meilleures. Alors là c'est aux noirs de jouer. Ils ont joué fou E7. Et les blancs vont jouer fou D3. On pourrait se dire qu'en D3, ça gêne le contrôle de la dame sur la colonne. Mais on va voir que
Praggnanandhaa, il veut placer sa dame en F3. Donc s'il avait mis le fou en E2, il ne pourrait pas. Fou en E6. Donc on voit que les blancs ne sont pas en capacité finalement de s'implanter sur la case D5. Les noirs ont mis 3 pièces légères à la défense de cette case. Dame F3. Et là, les noirs vont jouer G6. Certainement qu'ils veulent interdire l'arrivée du cavalier en F5. Parce que si les blancs pouvaient jouer cavalier F5, si on prend, la dame pourrait reprendre. C'est pour ça que la dame est venue en F3. Parce que je pense que avant qu'elle vienne en F3, si le cavalier était venu en F5, on aurait pu prendre ce cavalier pour détourner le pion et jouer D5 après, avec un fort centre de pion et des menaces de pousser en E4 ou en D4 par la suite. Donc, la dame, elle est venue en F3 pour menacer qu'à F5, et en cas de fou prend, on reprend la dame et on laisse le pion au contrôle de la case D5 pour essayer de museler la majorité de pions noirs au centre, parce que les noirs, ils ont quand même 2 pions au centre contre 1. Simplement, le pion D6 a du mal à aller en D5. Les blancs surveillent 4 fois la case, et là, peut-être que les blancs menacent de jouer cavalier F5. C'est pour ça que G6 a été joué de la part de Max Hoddle. Petit roc. Et là, on pourrait s'attendre à un petit roc également. Mais non, on continue avec les manœuvres de cavalier. Cavalier D7. Donc on va voir que le cavalier cherche à arriver en C5. Fou D2 a été joué. Cavalier C5. Le caractère fermé de la position fait que les noirs n'ont pas nécessité à roquer à toute vitesse. Évidemment, quand le centre est ouvert, on ne peut pas laisser le roi au centre. Mais lorsque le centre est fermé, on peut parfois différer la mise en sécurité d'un roi par un roc. Les blancs ont reculé le fou en E2. Ils n'ont pas voulu que le cavalier puisse s'échanger contre leur fou de case blanche. Et les noirs ont fini par faire petit roc. Et là, c'est ce que je vous disais dans l'introduction. On a vu que le cavalier en E3 a beaucoup travaillé. Je vous rappelle, cavalier G1 en F3. Il a pris en D4, il est revenu en F3, il a été en H2, puis en G4, puis il est reparti en E3. Et c'est pas fini pour lui. Mais l'exténué, épuisé, éreinté. Et il va aller en F5, se sacrifier sur les pics du roc noir. Bon. Alors évidemment, il faut essayer de comprendre l'idée des blancs. Pourquoi ils mettent le cavalier en F5 ? On peut prendre du pion ou du fou. Alors évidemment, si on prend du fou, on ne gagne pas la pièce. Si on prend du pion, on peut penser gagner la pièce. Mais Max Hoddle réfléchit et il va prendre du fou, il ne va pas prendre du pion. Et on va essayer de comprendre pourquoi. S'il prend du pion, alors les blancs reprennent bien évidemment, ils attaquent le fou, et leur idée, c'est de poursuivre, si le fou s'en va, c'est de poursuivre par F6, qui permettra toujours d'attaquer le fou, mais également de menacer des mates en G7, grâce au contrôle du pion F6, avec des idées comme dame G3 et dame G7 mat. Exemple, si le fou recule par exemple en D7, on joue F6, la dame protège le pion attaque, et en plus avec la dame on menace dame G3 échec, le roi se décalera, et dame G7 mat. Donc les blancs sont à peu près sûrs de récupérer, enfin ils sont même sûrs de récupérer leurs pièces. Et ils vont essayer comme ça de déclencher une attaque sur le roi en ayant brisé les parois défensives du roc noir. Mais après cavalier F5, l'ordinateur montre que il était quand même bon de prendre le cavalier avec le pion. On pouvait quand même prendre. Et après pion prend, bien sûr il faut faire le deuil du fou E6. Il ne faut pas bouger le fou en E6 parce que de toute façon il va y avoir F6. Là, l'ordinateur conseille roi H8. Comme ça, il évacue la colonne G pour mettre la tour. Si le pion prend, alors on reprend. Et le pion F7 qui reprend en E6, c'est intéressant parce que ça contrôle la case D5. Donc, les noirs ont 3 pions maintenant au centre, 3 pions à vocation centrale contre 0 pour les blancs. Les colonnes G et F s'ouvrent au profit des 2 tours noirs qui vont pouvoir se braquer contre le petit roc blanc. Même si le roi noir, il lui manque des pions, une couverture de pions, finalement il ne peut pas être touché. On voit que les pièces blanches ont une position assez reculée. Donc cette position, en réalité, elle devient très bonne pour les noirs. Une position d'attaque contre le petit roc blanc, avec les colonnes G et F, une masse de pions centraux. Et donc c'est ce que préconisait l'ordinateur sur cavalier F5. Il disait on pouvait prendre du pion. Mais Max Hoddle se méfie quand même de cela. Surtout qu'il a vu une autre variante qui lui semblait moins dangereuse. Il va prendre avec son fou,
Donc il ne gagnera pas de pièces. De toute façon, il n'en gagnait pas dans l'autre variante non plus. Mais il va détourner le pion E. Et comme le pion E n'est plus là, les noirs peuvent jouer D5. Mais vous allez me dire, non, on ne peut pas jouer D5. Les blancs contrôlent 2 fois la case. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème à cause du manque de protection du fou D2. Si les blancs s'emparent du pion D5, ils vont ouvrir la colonne D. Et les noirs pourront prendre en D5, et après dame prend, jouer tour D8, et jouer sur l'ouverture de la colonne D avec l'enfilade. On attaque la dame, et on gagnera le fou derrière. Donc ça gagnerait une pièce. Donc c'est pour ça, après la poussée D5, finalement les blancs ne peuvent pas prendre. Et les noirs ont un fort centre de pion. C'est la meilleure façon finalement c'est une très bonne façon de traiter la position avec les noirs. Alors, les blancs jouent fou H6. Ils font incursion ici en attaquant la tour, mais bon, la tour bouge, c'est pas très grave. Tour D1. Donc il y a toujours une triple attaque ici sur D5, et il n'y a plus le fou D2 qui traîne. Donc là, les blancs menacent vraiment de prendre. C'est pourquoi les noirs jouent E4. Ils repoussent la dame qui vient en G4. Cavalier A4 avec les échanges de cavaliers. Donc cavalier prend, pion prend, pion prend. Et là, les blancs jouent F4. Il faut les comprendre, les blancs jouent F4, pourquoi? Parce qu'ils cherchent à jouer F5, à impacter G6. Et puis ils cherchent à ouvrir la colonne F, également. Par exemple, si les noirs font la prise en passant. Donc ils cherchent du jeu. Mais évidemment, le pion F2, il a une vocation défensive par rapport au roi blanc. C'est d'éviter les échecs sur la diagonale. Et justement, ici, les noirs vont pouvoir résoudre défensivement le problème qu'il aurait posé sur l'aile roi grâce à l'échec sur la diagonale. Ils vont jouer dame B6 échec, donc roi H1, ce qui leur permet ensuite de jouer F5. Comme ça, la dame en B6 défend latéralement le pion en G6. Et quand on joue en F5, on bloque le pion en F4, on repousse la dame et on empêche l'ouverture du jeu à l'aile roi. Donc dame G3, les blancs n'avaient pas d'autre case, et cavalier prend B2, et les noirs s'emparent d'un pion. Tour B1 attaque le cavalier, qui revient en C4, attaque le pion A3 qui vient en A4 avec le clouage sur la colonne B, donc le pion ne peut pas prendre évidemment. Ici, les noirs ont joué roi H7 pour retirer la nécessité pour la dame de défendre G6, le roi défend maintenant, et puis évidemment on attaque le fou H6. Et là, les blancs vont commettre une faute. Il aurait été préférable pour les blancs de jouer fou G5. En se disant qu'après fou prend, le pion pourrait reprendre, et le pion pourrait servir, pourquoi pas, de possibilité de s'implanter avec la dame. Mais l'échange que les blancs vont décider de faire est moins bon pour eux. Ils vont jouer fou prend C4. Mais du coup, c'est pas le fou C4 qu'on va prendre, c'est le fou H6. Comme ça, on a cette structure sur case blanche et le fou de case noire qui va bien défendre. Alors le fou a reculé en B3. Et là, tour C8. Prise en B5, prise en B5, tour FD1, double attaque sur le pion en D5. Mais bon, il avance en D4. Et on avait le duo de pion E5-D5, maintenant on a le duo de pion E4-D4. Où va s'arrêter cette marche de pions centraux? Dame F2, tour C3, tour 1, dame F6, tour A7, et la dame vient en H4. Les noirs proposent d'échanger des dames. Le fou protège la dame, puis en plus le pion F4 sera faible en cas d'échange des dames. Sur dame prend, fou prend, le fou pourra après se nicher en G3 pour attaquer par exemple F4. Et puis les noirs ont bien sûr une position dominante, une bien meilleure structure de pion. Alors les blancs refusent l'échange des dames, ils jouent dame F1, ils s'attaquent le pion B5. Mais D3, les noirs vont valider, créer un pion passé. G3 est joué. On peut se dire pourquoi les blancs donnent ce pion. En fait, ils cherchent à dévier la dame de la protection du fou, qui est attaqué ici. Alors, on pourrait s'attendre à ce que la dame recule, qu'elle vienne en F6. Mais là, Max Audelot va trouver un très joli coup. Il ne va pas reculer avec sa dame, il va contre-attaquer avec son pion passé, il va prendre en C2. Alors l'idée, bien sûr, c'est que si les blancs prennent la dame, eh bien la tour va tomber, on va faire tour prend D1, et les blancs devront perdre leur dame à leur tour. Par exemple, ils prennent, on reprend en fait dame, le fou reprend, on peut reprendre en H4,
Et on a 2 pions de plus dans cette finale avec une bien meilleure position puisque on attaque H3, on a des menaces de clouage, le pion G3 est très faible, qui pourrait être attaqué comme ça. Donc c'est une finale gagnante. Donc, prise en C2. Alors il y a eu tour prend D8 pour retirer la capacité de prendre la tour en D1. Fou prend, pion prend dame, mais évidemment il y a la tour en C3 qui appuie la poussée et on refait la dame. Dame prend, tour prend échec, roi G2, fou prend H4. Et on arrive dans cette position avec 2 pions de plus. 2 pions de plus, mais attention quand même, parce que c'est une finale de fou de couleur opposée. Et parfois, on peut arriver à faire match nul avec des pions en moins dans une finale de fou de couleur opposée, tout simplement parce que on peut être capable d'attaquer ou de bloquer sur une couleur que l'autre ne peut pas défendre. Par exemple, ici, les noirs doivent considérer l'attaque sur le pion G6, la base de leur chaîne de pions, qui pourrait être attaquée avec des idées comme tour A6 et fou F7, par exemple. Et d'ailleurs, les blancs jouent tour A6 immédiatement. Ils mettent la pression sur G6. Les noirs jouent tour C3, attaquent le fou. Alors on pourrait se dire que le fou vienne en F7 du coup, mais l'avantage de la tour en C3, c'est qu'elle peut passer en G3, faire échec et défendre aussi. Donc les blancs ils sont venus en E6 pour menacer fou prend F5, puisque le pion G6 sera cloué. Et si on arrive à faire fou prend F5, on attaquera 2 fois le pion G6, mais également le pion E4. Et on fera tomber toute la chaîne de pions. Tour C2 échec a été joué, roi H1. Et là, un très joli coup, mais qui est basé sur un calcul très précis, les noirs ont joué fou F6. Alors du coup, on va se dire, oui, mais les blancs ils peuvent faire fou prend F5. Et parce qu'après pion prend, la tour pourra prendre le fou sur échec. C'est pas ce qu'a fait Praggnanandhaa. Il a joué fou D7. Il va attaquer le pion et attaquer le fou comme ça. Mais pourquoi il ne fait pas fou prend F5? Parce qu'il y a un calcul très précis qui montre que les noirs gagnent. Regardez ça. Sur fou prend F5, pion prend. Si la tour vient prendre en F6 sur échec, on vient en G7. La tour peut prendre en F5. On se dit, mais là, les blancs, c'est bien. Il y a 2 pions contre 2 dans la finale. Ils avaient 2 pions de moins avant. Seulement, les noirs vont gagner grâce à la restriction du roi blanc sur la deuxième rangée et à l'avancement de leur pion passé, E3. Donc, tour E5, E2. Là, les blancs doivent faire quelque chose parce qu'on menace tour échec, puis dame. Et si le roi vient en G2, on peut tout de suite avancer le pion en faisant dame puisque ça fait échec au roi. Donc le roi, il vient en G1. Là, l'idée, c'est que si à tour C1 échec, le roi vient en F2, ce qui permettra d'attaquer le pion et de contrôler 2 fois la case. Mais du coup, les noirs vont utiliser leur deuxième fusible ici. Ils vont jouer B4, leur deuxième pion passé. Et sur roi F2, ils avancent. Si la tour prend, évidemment, on échange les tours, et le pion triomphera. Il fera dame très vite. Et si la tour vient en B5, on joue B2. Et on peut se dire, oui, mais là c'est bon, le roi blanc contrôle cette case, la tour contrôle la case B1 par rayon X, les noirs ne peuvent pas progresser. Sauf qu'en réalité, c'est totalement gagnant pour les noirs. Parce que les noirs menacent tout simplement de jouer tour C1. Et les blancs ne pourront pas prendre les 2 pions. Ils ne pourront pas prendre le pion E2 et le pion B2, il faudra choisir. Et donc sur tour C1, dès que les blancs prennent un pion, l'autre pourra se transformer en dame. Par exemple, imaginons que les blancs avancent leur pion, on joue tour C1. Et si les blancs prennent, on fait dame. Tour prend, et la finale avec une tour, bien sûr, elle est gagnante pour les noirs. Donc dans la position, le retour du fou en F6, ça va contrer l'idée fou prend F5. Alors, les noirs jouent fou D7, donc ils attaquent le pion et ils attaquent le fou. Roi G7, on vient défendre le fou. On perd le pion. Tour F2 pour contre-attaquer sur la faiblesse sur case noire. Tour A7, échec. Roi H6. Tour A6, on attaque le fou qui vient en D4. Et fou E8, toujours avec l'idée de faire sauter la base de la chaîne de pions sur case blanche. Mais E3, il avance le pion passé. Tour prend G6, échec. Roi H7. Tour G1, E2. Et là, les noirs menacent tour F1 en fait. Sur tour prend, pion prend et on fait dame. Alors pour contrôler par rayon X cette case F1, les blancs jouent fou B5. Maintenant, évidemment, si on joue tour F1, il y a tour prend, pion prend et le fou reprend. Et c'est là que je vous invite à trouver le clou du spectacle. Quel coup a joué Max Holdau qui a provoqué l'abandon de Praggnanandhaa? Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause et puis on verra si vous avez trouvé le coup du grand maître. À tout de suite.
Alors, est-ce que vous avez trouvé le coup gagnant? Ici, Max Audelot a joué le très joli coup, tour H2 échec. Il sacrifie sa tour. C'est un sacrifice d'attraction. On veut attirer le roi en H2 sur case noire. Ainsi, on pourra ensuite faire fou prend tour, éliminer la tour sur échec, ce qui nous permettra de faire dame. Donc tour échec, il n'y a pas d'autre coup. Alors là, il a abandonné prétendant dame, mais il n'y a rien d'autre que de prendre la tour. Après, on prend la tour sur échec et on va faire une dame. Magnifique. Alors côté classement, Abduzat Orov, le jeune joueur ouzbek de 19 ans, est toujours premier avec 7 points et demi. En deuxième marche, Guiri. Puis on a toujours deux joueurs à 6,5, Carlsen et So. Il faut savoir que, à part la partie que je viens de vous montrer entre Praggnanandhaa et Max Audelot, toutes les autres parties du jour se sont terminées par un match nul. Donc le classement n'a pas beaucoup bougé. Il reste 2 rondes, 2 parties à jouer dans ce grand tournoi d'échecs du Tata Steel Chess. Est-ce que les lignes vont bouger? Est-ce que Carlsen va réussir à prendre la 2e place? Ça paraît maintenant impossible de rattraper Abduzattarov. C'est ce qu'on va voir. Eh bien, merci pour votre attention, vos commentaires. Merci à toute la communauté pour votre bienveillance. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.